de cette première journée avec Ingrid Bijoumombo Bibambou et Chili Mania. Les échanges lors du congrès ont permis d'aborder les enjeux cruciaux pour l'avenir de la santé périnatale, notamment l'amélioration de la couverture sanitaire universelle et les moyens d'atteindre les objectifs 1, 2, 3 de développement durable, visant à garantir une couverture de santé pour tous, en particulier et pour les mères et les nouveau-nés. Cet événement marque une étape décisive dans notre engagement en faveur de la santé maternelle et infantile. Nous voulons nous conformer aux dispositions du chapitre 1er de l'ordonnance 1/95 du 14 février 1995 portant orientation et politique de la santé en République gabonaise. Les participants ont salué l'initiative de la SOGAPER qui fédère désormais les acteurs du secteur et ont échangé sur les défis à relever pour améliorer la qualité des soins et l'accès à ces derniers. La périnatologie, en tant que discipline, nous invite à une réflexion approfondie sur toutes les problématiques liées à la grossesse, l'accouchement et la période néonatale. Des discussions ont également porté sur la formation continue des professionnels de la santé, la mise en place de protocoles de soins adaptés et l'amélioration des infrastructures sanitaires. Le ministère de la Santé salue l'initiative de la SOGAPER qui vient renforcer les efforts de notre gouvernement pour la réduction de la mortalité maternelle et néonatale. À travers vos recherches, vos recommandations et vos actions de formation, vous jouerez un rôle clé dans l'amélioration de la prise en charge du couple mère-enfant au Gabon. Le congrès de la SOGAPER s'inscrit donc dans une dynamique de progrès pour la santé maternelle et infantile. Elle offre des perspectives prometteuses pour les années à venir. À Libreville, le vice-premier ministre de la Transition a présidé ce jour une réunion du comité de pilotage du plan cadre de coopération pour le développement durable du Gabon en présence de plusieurs membres du gouvernement et partenaires au développement. Jean-Augustin Zingi. Le comité de pilotage du plan cadre de coopération du système des Nations Unies pour le développement durable au Gabon tient une réunion de haut niveau marquée par la participation de plusieurs membres du gouvernement et des partenaires. Cette rencontre vise à renforcer la collaboration entre les deux parties afin d'optimiser l'atteinte des objectifs de développement durable. Nous devons accélérer la réalisation des 6 transitions. 6 transitions qui, selon les études, permettent d'accélérer les processus pour l'atteinte des ODD. Ces transitions ne sont pas une nouvelle agenda. Mais ces 6 transitions et les investissements dans ces 6 transitions peuvent vraiment nous aider à accélérer les progrès vers les ODD. 2 ans après le lancement de ce plan cadre, l'heure est au bilan. Il est essentiel d'évaluer le progrès réalisé et d'identifier les défis à relever pour une mise en œuvre plus efficace des initiatives en cours. La présente réunion du comité de pilotage qui tient également lieu de comité technique constitue une précieuse opportunité pour évaluer la portée de nos engagements communs, faire le point sur les réalisations à ce jour et identifier les ajustements indispensables en adéquation avec les priorités actuelles et futures de notre développement socio-économique. La synergie entre le Gabon et le système des Nations Unies constitue un levier stratégique pour surmonter les obstacles et favoriser un développement harmonieux et durable du pays. Pour sa part, le ministre des Affaires étrangères a accordé cette semaine une double audience. Il a d'abord reçu le PDG de la compagnie World, puis le représentant du programme des Nations Unies pour le développement. 2 rencontres placées sous le signe de la coopération et de l'innovation technologique. Sheila Mebalé, Pierre Claverilla. Le ministre des Affaires étrangères a reçu à son cabinet de travail dans un premier temps le président directeur général de Compli World. Au menu de cette première audience, la présentation d'une plateforme innovante de vérification des visas. Notre activité est dans le cadre de l'anticipation des risques de manière générale, sous couvert, on va dire, de lois de chaque pays, on va dire dans chaque pays d'Afrique et dont bien sûr le Gabon, la lutte anti-blanchiment de capitaux et financement du terrorisme et de la prolifération. Donc nous avons des outils d'information extrêmement utiles à toute entité, qu'elle soit publique ou privée, et nous sommes ravis de
pouvoir apporter, si bien évidemment on peut, notre contribution au ministère des Affaires étrangères et bien sûr à d'autres institutions du pays. Dans la même foulée par la suite, Michel Régis Onangandiaï a échangé avec le représentant du programme des Nations Unies pour la population. Cette seconde audience a porté sur l'apport technique des Nations Unies au Gabon. La réunion de ce matin avec le ministre des Affaires étrangères consistait à lui présenter le coordonnateur technique principal du PNUD qui va assister le gouvernement, les Nations Unies, la communauté internationale dans l'accompagnement au cycle électoral. Cet accompagnement fait suite à la mission d'évaluation des besoins qui a été diligentée par le secrétaire général des Nations Unies pour évaluer justement les besoins en matière électorale. Deux audiences marquées par des échanges constructifs et des perspectives prometteuses pour le Gabon. Dans le même temps, le ministre de la Culture et des Arts a abrité ce matin l'ouverture des travaux de l'atelier consacré à l'élaboration de la stratégie culturelle de la CEMAC et son plan d'action. Cet atelier vise à recueillir les propositions et contributions des différents acteurs du secteur culturel en vue de structurer une politique commune autour de 4 axes stratégiques majeurs. Claude Sage-Boussougou-Matumba, Gérard Magnagna. C'est une nécessité d'élaborer la stratégie culturelle de la CEMAC et son plan d'action. L'objectif principal de cet atelier est de définir une feuille de route claire pour la valorisation et la protection du patrimoine culturel des 6 États membres de la CEMAC. Et pour ce faire, les travaux s'articuleront autour de 4 axes. La promotion et production des valeurs culturelles nationales et du patrimoine ethnique, lutte contre le trafic illicite et restitution des biens culturels, développement des industries culturelles et créatives, lien entre culture et éducation au service de l'emploi et de la cohésion sociale. La particularité ici est de mettre sur la même table de travail des professionnels qui parfois ne se côtoient pas. Il s'agit là d'une opportunité réelle de créer des passerelles et des synergies nouvelles autour de ce bien commun qu'est la culture. Le ministère de la Culture et des Arts réaffirme son engagement à faire du Gabon un acteur incontournable sur la scène culturelle internationale. Le riche patrimoine du pays doit servir de vitrine pour son rayonnement à l'échelle mondiale. Cet outil sous-régional permettra de répondre aux attentes des acteurs culturels en la matière de promotion, de protection culturelle et de développement de la formation ainsi que du renforcement des industries culturelles et créatives. Les conclusions qui en découleront permettront de jeter les bases d'une stratégie durable pour la préservation et la valorisation du patrimoine commun des États membres. Cette action initiée par la CEMAC vient renforcer toutes les initiatives prises par le gouvernement gabonais de la transition et les plus hautes autorités de l'État, en tête desquelles le général de brigade Brice Clotaire Oligui Nguema, chef de l'État. Les participants ont jusqu'à la fin des travaux pour formuler des recommandations concrètes en vue de l'adoption officielle de cette stratégie qui pourrait marquer un tournant décisif pour l'avenir du secteur culturel en Afrique centrale. Toujours avec les membres du gouvernement de la transition, le ministre de l'économie et des participations rencontre les dirigeants et mandataires sociaux des entreprises publiques. Il était question pour Marc-Alexandre Doumba d'informer et sensibiliser ses responsables d'entreprise sur la nouvelle gouvernance des participations. Le point avec Léa Bifane et Pierre Claverilla. La nouvelle stratégie gouvernementale en matière de participation expliquée aux dirigeants et mandataires sociaux des entreprises publiques. Une démarche qui vise à rechercher la transparence et l'efficacité dans la gestion des actifs publics. Le ministère de l'économie et des participations suppose que les participations doivent également représenter une poche de revenus pour l'État, à travers l'optimisation de la gestion des entreprises privées dans lesquelles l'État a des participations, à travers l'optimisation de la ressource des entreprises publiques. Les administrateurs que vous êtes, vous avez un rôle essentiel à jouer, vraiment très important. Le ministère de l'économie et des participations ne peut pas jouer son rôle pleinement sans votre implication, sans votre force, sans votre participation intellectuelle. Avec la mission de concevoir et de mettre en pratique la politique gouvernementale en matière de participation, la Direction générale des participations présente ses atouts. Le ministère de l'économie nous a doté d'un outil, un outil d'aide à la décision, c'est le FUP, donc fichier unique
les participations. Dans ce fichier, c'est pour justement assurer la célérité dans la collecte et le traitement des informations. Le ministère de l'économie, justement, nous a doté de cet outil qui va digitaliser presque toutes nos informations. La dynamique de reformer et de moderniser les entreprises publiques est donc enclenchée afin d'optimiser le rendement des participations de l'État. Et dans la province du Haut-Ogooué, le samedi 22 février dernier, à la salle des mariages de l'hôtel de ville de Franceville, s'est tenue une manifestation solennelle centrée sur la sortie officielle de l'association Otima Mpugou, qui a vu la présence de la ministre de la Femme et de la Protection de l'Enfance, Elodie Diane Fouefoué Sanjo, Jean Romano Luba, Fabrice Limbumba. Ce sont des centaines de jeunes venus de 11 départements du Haut-Ogooué unis par leurs racines qui se sont retrouvés à l'hôtel de ville de Franceville pour officialiser la sortie de l'association Otima Mpugou. Occasion pour la vice-présidente de cette structure de revenir sur l'importance de mobiliser l'ensemble des jeunes du Haut-Ogooué pour soutenir ce projet. Notre association s'appelle Otima Mpugou. Ce nom veut dire le cœur du village. Nous devons avec vous créer des coopératives pour qu'ensemble on puisse tirer la main à nos frères et sœurs afin qu'ils reviennent tous dans le Haut-Ogooué. Créé pour que ces jeunes se retrouvent, s'entraident et posent des actions caritatives ensemble, Otima Mpugou est né par la volonté des jeunes originaires du Haut-Ogooué. On veut vraiment emmener la jeunesse loin et on veut tirer la jeunesse vers le haut parce que nous sommes assez restés derrière comme ça. Cette cérémonie marquée par des échanges constructifs autour des ambitions de l'association et son engagement en faveur du développement local a été rehaussée par la présence de la ministre de la Femme et de la Protection de l'Enfance. Faites tout avec le cœur. Ne baissez pas les bras quand les débuts sont difficiles. Ne baissez pas les bras. Parce qu'il faut avoir la vertu de la patience. C'est une grosse vertu. Et ayez enfin la vertu de l'amour fraternel. Parce que vous comprendrez que celui qui a apporté n'est pas mon ennemi, c'est mon frère. La suite avec des installations des coordinations départementales, puis la distribution des fiches d'adhésion. Il ici est de noter qu'Otima Mpugou a son siège à Libreville. Pour y être membre, il suffit d'y adhérer. Une délégation de l'autorité de régulation des communications électroniques des postes, dit ARCEP, conduite par Célestin Kadidja, président de l'ARCEP, a été reçu hier par Laurence Ndong. La régulation du secteur postal a constitué la trame des échanges Yolande Ekwara et Di Soraya Kunda. Donner un nouveau souffle au secteur postal gabonais, c'est tout l'intérêt de la rencontre que le ministre de la Communication et des Médias a accordé à Célestin Kadidja, président de l'autorité de régulation des communications électroniques et des postes. Avec Laurence Ndong, il était question pour la délégation de l'ARCEP d'échanger sur un certain nombre de tests régissant le secteur postal afin de booster ses activités. À l'ARCEP déjà, nous avons commencé à réfléchir sur l'amélioration du cadre réglementaire sur le secteur postal. Madame le ministre a bien fait d'organiser cette rencontre pour que nous synchronisons nos efforts pour harmoniser ce que nous faisons à l'ARCEP et au niveau du ministère également, de telle sorte que le secteur postal soit relancé et redynamisé. Aussi, pour amorcer ces différents changements au sein de la Poste, une collaboration franche de l'ARCEP avec le ministère de la Communication et des Médias est plus que nécessaire. Nous devons travailler en synergie, la Poste, SA qui est l'opérateur, le ministère et l'ARCEP qui est le régulateur. Et nous voulons qu'au sortir de la transition, que le secteur de la régulation postale soit redynamisé parce que cette transition avait pour but de restaurer les institutions et donc de restaurer le fonctionnement normal de chacune de nos institutions et de chacun des secteurs d'activité de notre pays. Et c'est l'objectif que nous poursuivons, main dans la main avec l'ARCEP pour ce qui concerne la régulation postale. Dans le contexte actuel de restauration des institutions, le secteur postal ne reste pas en marge des réformes engagées. À l'issue de cette rencontre, plusieurs autres réunions sont prévues entre le ministère et le régulateur afin d'assurer le rayonnement de la poste gabonaise et son adaptation aux enjeux du numérique. Parlons à présent de cette réunion du collège médical avec le ministre de la Santé, Adrien Mungugu. Vous savez, le collège médical qui a
prêté serment hier devant la Cour constitutionnelle. Reportage. Après leur prestation de serment devant la Cour constitutionnelle, le 26 février dernier, les membres du collège médical, responsables de l'évaluation de l'aptitude physique et mentale des candidats à l'élection présidentielle, ont été reçus par la Commission nationale d'organisation et de coordination des élections et du référendum. Cette rencontre s'est déroulée en présence du ministre de la Santé, professeur Adrien Mougougou. Lors de cette réunion de prise de contact, le ministre de l'Intérieur, président de la CNOSER, a souligné aux médecins l'importance cruciale de leur mission, insistant sur la sensibilité de leur rôle dans le processus électoral. Son homologue de la santé a quant à lui encouragé les praticiens à faire preuve de professionnalisme conformément au serment d'Hippocrate. À l'issue de cette rencontre, le collège médical s'est rendu au centre hospitalier universitaire de Libreville. Cet établissement doté d'un plateau technique de pointe sera le lieu où se dérouleront les examens et analyses médicaux nécessaires à la délivrance d'un certificat médical pour chaque candidat. Cette étape s'inscrit dans le cadre des préparatifs de l'élection présidentielle prévue le 12 avril 2025, où l'évaluation médicale des candidats est une exigence légale pour valider leur participation au scrutin. Parlons à présent de cette installation ce jeudi des 11 membres de la commission d'aptitude linguistique. Je vous l'ai dit, installation faite par le ministre de la Culture Armand Longo Moulengui. La commission aura pour mission d'évaluer la maîtrise d'une langue locale par les candidats partant de l'exigence de l'article 170 du Code électoral. Claude Sage-Boussougou Matumba. Je vous installe dans vos fonctions de président de la dite commission et je vous renvoie à le plein exercice de celle-ci. Ils sont désormais installés dans leurs fonctions. Parmi les membres de cette commission figurent des experts linguistiques, des universitaires et des communicateurs chargés de vérifier la capacité des postulants à s'exprimer couramment dans l'une des langues locales du Gabon. Tant que le monde existe, les critiques existeront avec le monde. C'est une volonté pour les hautes autorités de la République de revenir à notre culture. Et comme vous le savez, nos langues sont des langues véhiculaires. C'est au travers de la langue que s'exprime la culture. Leur rôle sera crucial. Aucun candidat ne pourra valider sa candidature sans l'obtention de cette attestation. Désormais, chaque prétendant à la magistrature suprême devra présenter un dossier complet incluant cette attestation pour être éligible. Mettre la culture en avant et faire en sorte que les candidats à la présidence de la République puissent parler dans leur langue maternelle, c'est une bonne chose parce que ce sont les guides. L'introduction de ce critère linguistique marque un tournant dans le processus électoral gabonais. Si certains y voient une avancée en faveur de la valorisation des langues locales, d'autres estiment qu'il pourrait constituer un frein pour certains candidats. Le débat reste ouvert au sein de la classe politique et de l'opinion publique. Alors que les premières candidatures sont attendues dans les prochains jours, la commission va entamer ses travaux d'évaluation. Ses conclusions seront scrutées avec attention. Elles détermineront qui pourra réellement se lancer dans la course à la présidence du Gabon. Alors avec moi sur ce plateau, un invité, je voulais annoncer, il s'agit de Jean-Éric Ndiengui Mangala. Jean-Éric, bonsoir. Bonsoir. On rappelle que vous êtes le conseiller en communication du ministère de l'Intérieur. Vous êtes sans doute là pour une importante communication. C'est cela, M. Manza. Une communication du ministère de l'Intérieur relative à la seconde révision de la liste électorale. Le ministère de l'Intérieur et de la Sécurité organise, comme le prévoit la loi organique numéro 001/2025 du 19 janvier 2025, portant code électoral en République gabonaise, en ses articles 51 et 55, respectivement, une période exceptionnelle d'inscription sur la liste électorale et une période donnant droit à des réclamations aux citoyens qui s'étaient préalablement fait enrôler. Ces deux périodes, d'une durée de 10 jours pour la première et de 4 jours pour la seconde, se dérouleront sur l'ensemble du territoire national et à l'étranger. Du samedi 1er mars au lundi 10 mars 2025 pour l'une et du vendredi 7 au lundi 10 mars 2025 pour l'autre, tel qu'en disposent les arrêtés numéro 000-513/MIS du 27 février 2025 fixant l'ouverture d'une période exceptionnelle d'inscription et numéro 000-512/MIS du 27 février 2025
fixant la période de réclamation inhérente à la liste électorale. La période exceptionnelle d'inscription est exclusivement réservée aux primo-électeurs, c'est-à-dire les citoyens ayant atteint 18 ans après le 8 février 2025, date de la clôture de la dernière révision de la liste électorale. Cette période est également étendue aux catégories ci-après. Premièrement, aux personnes dont l'inscription ou la radiation aura été ordonnée par la juridiction compétente ou celles auxquelles les juridictions auront interdit le droit de vote ou d'élection. Deuxièmement, aux agents des secteurs publics ou parapublics, ainsi que les employés des entreprises privées ayant fait l'objet d'une mutation ou d'une mise à la retraite, sur présentation de leur ordre de mutation ou du document attestant leur mise à la retraite. Cette dérogation s'étend aux membres de la famille des personnes concernées, vivant avec eux au moment de leur mutation ou de leur mise à la retraite. Troisièmement, aux personnes ayant changé de lieu de résidence ou de vote sur déclaration formelle ou sur présentation d'un certificat de résidence. Quatrièmement, aux électeurs justifiant d'un cas de force majeure. Cinquièmement, à toute personne régulièrement inscrite dont le nom ne se trouve pas en définitive sur la liste électorale de sa circonscription électorale ou de son centre de vote, sous réserve de la présentation de son certificat d'inscription. La phase dite de réclamation, comme vous pouvez le voir, n'est pas, quant à elle, une opération de réenrôlement de tous les compatriotes en âge de voter. Le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité compte donc sur le sens civique de tous et de chacun quant au respect scrupuleux des présentes dispositions. Faites à Libreville le 27 février 2025, le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Herman Imongo. Je vous remercie. Jean-Éric Ndiengi Mangala, conseiller en communication du ministère de l'Intérieur. Merci d'être passé sur ce plateau. C'est moi. Le ministre de la Femme poursuit sa mission de proximité en allant à la rencontre des citoyens à Ovendo. Cet après-midi, le ministre Elodie Diane Fouefoué, épouse Sanjo, a échangé avec les femmes de la commune sur les actions de son département. Un dialogue constructif qui marque le début d'une série de rencontres à travers la capitale et le pays. Claude Sage, Boussougou Matumba, Alpha Ndombi Moussavou, Chrislin Maïnda. Sensibiliser les femmes sur le rôle et l'importance du ministère de la Femme tout en mettant en lumière ses missions et ses domaines d'intervention. Tel a été l'objectif de cette rencontre citoyenne entre la ministre Elodie Diane Fouefoué, épouse Sanjo, et les femmes d'Ovendo. Il faudrait bien que vous sachiez comment fonctionne ce ministère. Aujourd'hui, nous commençons une nouvelle stratégie, c'est d'être proche des populations et nous croyons que lorsqu'on a la bonne information, lorsque vous aurez la bonne information, vous saurez aussi le bon circuit à prendre pour répondre à vos préoccupations. Votre engagement en faveur de l'autonomisation des femmes et de la protection de l'enfance résonne avec les valeurs que nous défendons à Ovendo. Cette rencontre a également servi de cadre pour souligner la nécessité de l'unité et de la solidarité dans la lutte pour les droits des femmes et des enfants. Les échanges ont permis aux participantes de mieux comprendre les services proposés par le ministère et les démarches à suivre pour en bénéficier. Elle a pour mission de mettre en œuvre la politique du gouvernement en matière de protection et de promotion des droits de la famille. Lutter contre les violations des droits du conjoint survivant de l'orphelin, de mener les études prospectives sur toute question relative aux droits du conjoint survivant et de l'orphelin. Lorsqu'il y a une situation d'inégalité qui est constatée, que ce soit dans le domaine de l'éducation, de l'habitat, de la santé, de l'emploi, si vous êtes victime d'une situation d'inégalité, la question générale de l'égalité, la question des inégalités, va chercher à comprendre ce qui s'est réellement passé. Un dialogue constructif qui s'est achevé sur une note d'espoir avec l'engagement de multiplier des rencontres du genre dans d'autres quartiers de la capitale avant de les étendre à l'intérieur du pays.
Les professionnels des médias sont à l'école du savoir depuis ce matin à la faveur d'un atelier de formation et de sensibilisation sur la gestion de l'information en saison électorale sur le thème médias et élections au Gabon. Compte rendu, Katia Zangdong, Ulrich Mboutsu. C'était un atelier de formation et de sensibilisation au profit des professionnels des médias qui se tient à 44 jours du scrutin présidentiel au Gabon. À cette rencontre d'ouverture sont présents le directeur général des élections et des libertés publiques, les représentants des organisations professionnelles de la presse et ceux des organisations internationales. Cette activité qui nous réunit aujourd'hui s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre des recommandations de la mission d'évaluation des besoins électoraux et surtout souligner et rappeler la volonté manifeste des autorités du pays pour un retour rapide à l'ordre constitutionnel. Le président de la HAC, en tant qu'organe de régulation, est conscient du rôle de la presse, sensibilise les journalistes. La presse, maillon essentiel du raffermissement des processus démocratiques, ne saurait, dans un tel contexte, rester en marge de la singularité de cette importante étape de l'histoire contemporaine du Gabon. Elle doit en être l'un des principaux acteurs en même temps qu'elle en est le reflet. Le vœu du ministère de tutelle est que ces échanges augurent de meilleures perspectives pour les hommes des médias. Nous devons tout mettre en œuvre pour que les médias restent un facteur d'unité nationale et non un instrument de division. Votre mission ne consiste pas seulement à informer, mais aussi à éduquer, à sensibiliser et à apaiser. Nous vous invitons à maîtriser les règles et les enjeux du processus électoral afin de mieux informer les citoyens. Près d'une cinquantaine de journalistes prennent part à cet atelier. Nul doute qu'au terme de cette rencontre, les spécialistes du domaine seront mieux outillés en matière de gestion de l'information en période électorale.